Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à l'album Jedi Fallen Order Dark Temple. Ici Francis et pour discuter de cet album, je suis accompagné de Malgus. Bonsoir Malgus. Salut Francis, salut tout le monde. Et donc, comme vous constatez, c'est ça, on est dans un rattrapage exceptionnel. Fait que c'est ça, c'est vraiment une exception. Normalement, on réserve les épisodes de BD, de comics, pour l'équipe française, mais c'est ça, ils ont malheureusement, avec les conséquences de la COVID, là, ils ont accumulé un retard. Fait que c'est ça, on a proposé, moi puis Malgus, de se faire une petite émission québécoise ici et là pour venir rattraper le retard, parce que l'air de rien, l'album qu'on va parler aujourd'hui est sorti l'été dernier. Donc, et le rythme ne dérougit pas, hein, l'air de rien, en VO. Là, on va être rendu avec 5 séries ongoing. Fait qu'on peut pas se permettre d'accumuler trop de retard. faut se garder à jour. Et on va garder le format aussi là, instillé par Loïc là, plus récemment. Donc c'est ça, on fera pas de WhatsApp en début d'émission. On va plutôt se retrouver en fin d'émission là, à avoir une petite discussion informelle à la cantina une fois qu'on sera sorti de l'hyperespace. Ça te va comme ça, Malgus? Absolument. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, nous revoilà. On va tout d'abord, avant de se lancer, on va préciser qu'évidemment, comme dans toutes les émissions d'albums comme ça, on va spoiler, on va divulgacher l'histoire. Donc, si vous désiriez lire l'album avant, ben c'est ça, faites un petit pause et puis revenez nous voir après. Et on va y aller tout de suite, donc, avec Jedi Fallen Order. Quelques petites infos techniques avant de se lancer dans l'histoire. Ben, dans le fond, c'est une série de 5 comics, là, donc un 112 pages du côté de l'album Panini, pour un 17€ là, qui se vend en Europe. J'imagine que ça doit être... En librairie au Québec, ça doit être aux environs de 30$ quand c'est un 5 numéros comme ça. Environ, oui, ça varie entre 24, 25 à 30$. Plus taxes, évidemment. On précise qu'au Québec, les prix sont avant taxes toujours, contrairement en France. Celui-ci, cet album-là, pour au moment de sa sortie, là, ça vient tout juste de changer récemment. Mais au moment de sa sortie, c'était dans la chronologie Star Wars, l'événement qui se passait le plus tôt dans la chronologie. On parle de moins 41. Donc c'est ça, on est avant tous les films qu'on avait eus et les récits. On a au scénario un dénommé Matthew Rosenberg et au dessin Paolo Villanelli, un nom qu'on commence à revoir de temps en temps. Et pour ce qui est des couvertures, on a eu le génial Marco Checchetto sur le premier, Paolo Villanelli sur le deuxième et Will Slaney sur le troisième, quatrième et cinquième. Donc, je vais quand même vous lire le synopsis de l'album. Donc, le maître Jedi Eno Cordova et sa padawan, l'impulsive Cere Junda, sont envoyés sur la planète Ontoto. Ça ressemble à Ontario, hein, mais c'est il y a pas d'air. Exact. Ontoto, suite à la mise au jour des ruines d'un temple. Mais plus leur enquête progresse, plus ils découvrent la complexité de la situation ainsi que les mystères enfouis dans ce lieu énigmatique. Donc, ça se poursuit avec cette aventure inédite lève le voile sur le passé de Cere Junda avant son arrivée dans le jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order. Et on a l'ombre de la seconde sœur de l'Inquisitorius, plane également là, sur ce récit signé Matthew Rosenberg et Paolo Villanelli. Donc, je vais vous faire un résumé de l'histoire très rapide, parce qu'on ne veut pas passer non plus une demi-heure juste là-dessus. On découvre, c'est ça, Cere Junda, c'est un peu la maître Jedi qu'il y a dans le jeu là, Fallen Order qui était sorti l'année dernière.
Et à ce moment-là, elle est simple padawan de son maître Eno Cordova, que lui aussi, on avait dans le jeu, là, un peu, mais pas présent tout le long du jeu, contrairement à Seré. Et c'est ça, on a une série de Junda qui est très impulsive, hein, qui démarre au quart de tour, c'est le cas de le dire. Et du côté de son maître, ben, c'est vraiment un maître... moi, ça m'a fait penser un peu au père d'Afra. Un maître très studieux, on va dire, un petit peu archéologue, puis intellectuel universitaire, là, que c'est ça. Donc, c'est pas, mettons, un combattant là, de l'ordre Jedi ou quelque chose comme ça. Et on les découvre en début d'album, c'est ça, sur une mission banale, mais c'est un premier exemple pour nous montrer à quel point Seré est trop impulsive. Elle... comment dire, elle s'implique dans un conflit et en fait, elle manque d'empirer les hostilités, alors que c'est ça, une fois que son maître est là, il la calme. Un conflit entre deux races là, sur une planète. Ben, dans le fond, c'est ça, elle s'aperçoit qu'elle avait tout simplement mal compris le conflit et que finalement, il n'y avait pas besoin d'avoir un conflit. Donc, le maître Eno Cordova vient calmer la situation. Par après, ben, dans le fond, sont envoyés en mission. C'est un peu comme un James Bond, hein. Ça commence avec la fin d'une mission, tu sais, puis c'est ça l'introduction. Après ça, on part sur une autre planète qu'on a nommée tantôt, que j'arrive pas à prononcer, fait qu'on va continuer de dire en Ontario, là. Juste pour préciser pour nos amis français, l'Ontario, c'est une province voisine du Québec. Oui, qu'on aime beaucoup. Hein, Matgus, on va préciser. Oui, on les adore. Oui, c'est nos amis, les Ontariens, là. Mais c'est là qu'habite notre leader suprême. Donc, on va faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que le leader suprême travaille à Ottawa et habite dans les environs d'Ottawa. Bref, c'est ça, dans les environs d'Ottawa, on va dire, les deux Jedi se retrouvent à aller en mission et ils tombent sur une planète qui, pour une fois, n'est pas, contrôlée par un seul gouvernement planétaire. Hein, dans Star Wars, l'air de rien, c'est quand même quelque chose d'assez rare, juste ça. C'est une planète qui est un peu séparée entre deux gouvernements, deux peuples, et un plus modèle. Ça fait, ben, peut-être un peu comme Naboo. Tu sais, Naboo, il y avait les Gungans aussi, qui étaient un peu les indigènes, on va dire, de la place, là, puis qui contrôlaient quand même leurs propres affaires. Fait qu'on est un peu dans cette situation-là, mais il y a un conflit armé, encore une fois, et Seré Junda va très rapidement s'impliquer personnellement dans un des deux camps, qu'elle considère comme être le plus juste. Et là, je vous ferai pas la panoplie des rebondissements, mais il y a plusieurs revirements de situation où Seré se rend compte que la situation était loin d'être noire ou blanche. Il y avait beaucoup de zones grises. Elle se fait manipuler par les deux camps jusqu'à la fin. Donc c'est ça, mais ça éclate vraiment en conflit. Et à la fin, t'as même un paquet d'autres Jedi, dont Mace Windu, qui va débarquer pour venir les aider à calmer le jeu. Mais c'est ça, on a une vraie guerre civile, là, dans le fond, sur la planète. Et vers la fin, ben c'est ça, le lien avec Fallen Order, en plus de ces deux personnages-là, c'est qu'on se retrouve dans des temples qui ont appartenu, là, je me souviens plus leur nom, là, mais bref, le peuple disparu depuis longtemps qui a bâti les fameux temples dans le jeu vidéo. Et ils vont se retrouver, entre autres, à affronter les espèces de robots, là, les droïdes, mais qui, à la base, au début, tu penses que c'est des statues, mais dans le fond, qui se retrouvent à t'attaquer, là. Le tout propulsé par une espèce d'énergie bleue qu'il y a dans le jeu, là, mais qu'on comprend pas. Bref, et peut-être mentionner, fait intéressant, c'est que le récit du jeu est quand même très complémentaire avec... le récit du comics est très complémentaire avec le jeu, au point où les 4 premiers comics étaient sortis quand le jeu est sorti, et le dernier numéro avait été retenu pour sortir après, parce que sinon il aurait complètement spoilé une des parties du jeu vidéo. Donc c'est quand même bien que Marvel et Electronic Arts se soient quand même synchronisés là-dedans. Puis vraiment, moi, quand c'est sorti, je m'attendais vraiment à pas grand-chose. Surtout le premier numéro m'avait pas accroché du tout. Mais c'est ça, je me suis aperçu que c'était très très connecté, beaucoup plus que j'aurais cru. Fait que chapeau pour ça. Et sinon, dernier point sur l'histoire que j'ai pas mentionné, ben dans le fond, c'est que ça, là, je vous ai conté l'histoire qui est un petit peu un genre de flashback, parce que le vrai présent de la BD, ben, c'est l'époque du jeu vidéo. On suit l'Inquisitrice, donc la deuxième sœur, qui est avec des Purge Troopers, entre autres, là, qu'on a uniquement vu dans le jeu vidéo jusqu'à maintenant.
avec les espèces de Stormtroopers noirs et rouges. Et c'est ça, elle poursuit. Dans le fond, elle est au même endroit, elle est sur la planète, mais beaucoup plus tard dans la chronologie Star Wars. Et c'est ça, elle va découvrir le temple, tout ça, et certains personnages là, qui sont aux deux époques. Fait que bref, c'est pas mal ça pour l'histoire. Si j'ai envie de te demander, Malgus, je vais peut-être préciser, je sais que toi tu les connais encore plus que moi, là, mais on va mentionner peut-être pour ce qui est de Matthew Rosenberg, l'auteur, c'est sa première participation à Star Wars. Mais Paolo Villanelli, c'est quand même de plus en plus régulier. Il a fait plusieurs couvertures. C'est lui qui avait signé Lando Kit ou Double il y a 2 ans maintenant, là, quand Solo était sorti. Et c'est lui qui a signé les 3 premiers numéros de la nouvelle série Bounty Hunters. Que j'imagine t'as pris aussi, Malgus. Quand même quelqu'un qui fait un style très dynamique, hein, puis coloré. Fait que c'est sûr, moi quand je vois ce nom-là maintenant, je me dis au moins ça va être joli, ça va être pété, tu sais, on va en avoir pour notre argent visuellement. Et c'est sûr que par contre, j'imagine comme tout le monde, il y a un petit on a une petite appréhension quand on a un produit marketing comme ça, tu sais, attaché à un jeu ou on se dit ça va-tu être intéressant ou c'est juste un à côté là, commandé pour servir de produit promotionnel. Fait que si je te demandais, Malgus, qu'est-ce que t'as pensé, au moins au niveau histoire de la BD? Je commencerais par dire avant, là, juste l'histoire du crossover. Mm-hmm. Moi, je suis un adepte total du crossover. Je sais qu'il y en a qui aiment pas beaucoup ça. Moi, personnellement, je trouve que ça vient me chercher. Ça renchérit, même avant de savoir vraiment le contexte et l'histoire dans laquelle on va embarquer. Tu veux dire en cross-média dans ce cas-ci? Ouais, exactement. Ce qui est le fun aussi dans ces genres de projets-là, de propositions, c'est que t'es pas obligé. T'es pas... Autant comme moi, je suis pas... Regarde, comme je te le disais tantôt, avant, après émission, je suis pas un gamer. Évidemment, j'ai quand même acheté la série de comics, je l'ai lu. Mais même ceux qui sont extrêmement gamers vont quand même aimer le jeu Fallen Order, même s'ils lisent pas nécessairement la bande dessinée. C'est comme un plus, c'est un bonus. Fait que t'avais pas joué du tout au jeu? Oui, j'ai joué au jeu. Okay. Ouais, mais après, en fait, que je me rappelle plus. Tu vois, de toute façon, dans le jeu, je savais que j'allais pas me rendre à l'emplacement dont tu parles du spoiler parce que je suis pas un gamer. Donc, j'avais déjà lu la série au complet. Puis ça me dérangeait pas. Là, j'ai joué un petit peu. C'est ma copine Fanny là, que Mark-Élie nous avait passé son Xbox. Puis on avait joué. On avait joué un petit peu là, pour se divertir, là, mais non, écoute, c'est un superbe jeu, là, les graphiques sont top, puis donc c'est ça, tout pour revenir à ce que je disais, c'est ça, les histoires de crossover, je suis un habitué aussi de Marvel font souvent ça, je le dis souvent, dans des mix d'histoires, dans des tu sais, de séries, c'est connu, puis c'est une clé marketing pour vendre plus de produits. Donc cela étant dit, j'avais des grosses attentes. Puis pour répondre à ta question, Francis, côté histoire, j'ai été un petit peu déçu. En fait, ça n'a pas été... En fait, je ne veux pas dire déçu. C'est une bonne histoire, mais rien d'exceptionnel. Ça aurait pu être beaucoup plus, à mon avis. Un peu comme tu parlais, Matthew Rosenberg, qui était sa première expérience Star Wars, ça pourrait peut-être expliquer. Sachant cela... disons que il a quand même fait un très beau travail. C'est quand même c'est pas une histoire à dormir debout. Ouais. Comme tu mentionnais, Paolo Villanelli, connu, moi c'est un artiste que j'aime beaucoup. Fait qu'évidemment, souvent je dis ça quand tu mets un bon dessinateur, tu sais, des fois ça peut pallier pour une histoire qui est un peu moindre. Ça dépend pour quelle raison là, que tu lis le comic. N'empêche qu'on s'entend, il faut que les deux soient quand même présents. Mais c'est ça, l'histoire, j'ai été un peu... je m'attendais à quoi de plus, finalement. Ça a été... c'est sûr que, tu sais, j'ai dit que ça complétait bien. C'est ça, comme tu disais aussi, c'est complémentaire, mais ça reste très indépendant du jeu. C'est vraiment un prologue au jeu, là, tu sais...
Moi, je m'étais noté quand même, au niveau des personnages, j'ai trouvé que ça faisait quand même un développement intéressant pour les deux, là, Ciri Junda et Eno Cordova. C'est pas des personnages qui étaient assez développés dans le jeu pour que vraiment on s'y attache ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai trouvé que c'était quand même bien réussi là. Et puis l'Inquisitrice aussi, la deuxième sœur, j'ai trouvé ça le fun. Je suis quelqu'un qui avait détesté le concept des Inquisiteurs alors quand ça avait été créé là, dans la série Rebels. Mais c'est ça, avec le temps, avec la série de Charles Soule là, de Vador, puis c'est ça, avec la construction, avec le temps, je trouve que c'est vraiment... On apprend à les aimer. Ouais, exact. Puis le design de celle-là aussi, je la trouvais quand même très bien. Et puis la relation maître-apprenti aussi entre les deux. C'est vraiment une relation intéressante parce que au début, on croit à du cliché, là, comme on a eu souvent là, au niveau des maîtres et apprentis dans Star Wars. Mais finalement, ici, c'est beaucoup plus complexe que ça. On est dans quelque chose de complètement différent de, mettons, Obi-Wan et Anakin ou Qui-Gon avec Obi-Wan là, dans le roman Maître et apprenti. Donc, non, c'est ça, j'ai trouvé ça bien le fun. Puis c'est ça, c'est vraiment pas noir ou blanc sur la planète. Là, j'ai trouvé que la guerre... Tu sais, souvent, dans Star Wars, c'est ça, ce qu'on a vu, on a vu ça souvent, une espèce de guerre civile, mais on voit ça tellement en surface, puis mettons, Anakin puis Obi-Wan arrivent, là, puis ils règlent la situation, puis on n'a rien compris à vraiment là, les raisons du pourquoi, puis comment ça se déroulait, ou les... Là, on a droit de la complexité du conflit. Ben, c'est ça. Là, on a droit à toutes sortes d'éléments quasiment sociologiques du pourquoi, du comment. On a un petit côté aussi politique là-dedans, là, dans le sens que un des deux camps est très corrompu, on va dire, puis mené par un industriel et non pas par le peuple là, comme tel. Et c'est ça, on n'a pas un méchant typique avec un grand complot là, de méchant typique. Là. Ça fait que non, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. On a même un peu de stratégie, tu sais, ils changent de tactique, et puis... bref, c'est ça, mais j'ai trouvé que c'était comme pas assez exploité, ou... c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce livre-là, puis pour rattacher avec le jeu, ben, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de temps avec tout l'aspect des temples, là, artefacts et compagnie. Mais là, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix aussi. Là. C'est sûr que c'est une série en 5, là, c'est pas non plus... Tu trouvais pas, d'ailleurs, l'histoire des temples artefacts, tu le vois, le lien jeu vidéo et parce que souvent dans des jeux, tu te trouves dans un temple, puis il faut que tu trouves un artefact. Ouais. Puis c'est ça. C'est comme... Moi, j'ai aimé le lien, j'ai aimé la connexion. Mais c'est ça faisait peut-être ça, plus le conflit militaire, plus les multiples revirements de situation, hein, parce que Ciri se fait vraiment un peu avoir par les deux camps, pis ça. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai trouvé que ça allait vite. Que ça allait très vite, surtout. Tu sais, juste l'histoire des temples, justement, aurait mérité une série complète rien que là-dessus, quasiment. Ça aurait peut-être été ennuyeux. Mais tu sais, à la Docteur Aphra, un peu plus, là, en mode archéologue. Mais c'est ça, là, on a comme un petit peu de tout, mais... c'est intéressant, tu sais, quand même, d'avoir... là, les Jedi interviennent à la fin, donc, tu sais, on a une intervention Jedi, mais avant même l'épisode 1, avant... fait que, tu sais, vraiment à une époque où ils étaient vraiment les policiers de la galaxie, on va dire. Ah ouais, on voit Mace Windu, plusieurs là, qu'on reconnaît, là, justement. D'ailleurs, on a une scène, justement, dans le temple avec Yoda aussi, dans le... Ouais. Mais oui, t'amènes des bons points aussi, en fait... qui pourrait amener aussi de quoi un peu plus positif à ce que je viens de dire tantôt. Là. C'est vrai, pareil, que tu disais qu'il y a eu beaucoup de revirements dans l'histoire. Puis ça, j'ai trouvé que même ça, j'aime ça quand un auteur va amener ça, parce que ça joue aussi vers le lecteur. Mm-hmm. Parce que le lecteur aussi peut, dépendamment dans l'histoire, on peut se laisser influencer d'un côté ou l'autre, puis nous-mêmes... plus tard réaliser que non, finalement, tu sais, j'avais tort d'appuyer, tu sais, j'avais pas tout le contexte. Ben, c'est un peu ça. Nous, dans le fond, on vit l'aventure au travers des yeux de Ciri Junda. Fait que dans le fond, c'est ça, elle prend la décision qui lui semble la plus juste, la plus logique, mais c'est ça, il lui manque des informations, comme tu dis, fait qu'elle se retrouve à comprendre des choses là à mesure que... Mais c'est typique aussi des histoires de Padawan ou de jeunes qui manquent un peu de maturité puis de recul sur les événements qui se déroulent devant lui. Là. Ouais.
Sinon, côté graphique, écoute, comme j'ai mentionné avec Paolo Villanelli, c'est toujours coloré. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la série là, Lando, qui est tout double. Là. C'est coloré et sur plusieurs teintes, hein, selon les situations où est-ce qu'ils sont. On va virer plus dans le vert ou plus dans le bleu, plus dans le rouge. À certains endroits de la planète, il y a comme une espèce de pollen permanent dans l'air, là, des particules rouges qui viennent teinter justement un peu tout, la lumière puis tout ça. Fait que non, j'ai trouvé côté colorisation puis tout ça, c'était magnifique. Puis je vais quand même parler tout de suite au niveau de décor aussi, c'est très cool. On a parlé des temples, mais les équipements militaires, là, on a des espèces de gros chars d'assaut à un moment donné, des canonnières, mais tu sais, pas ceux de la guerre des clones, là, des modèles, on va dire, plus anciens. Justement, quand les Jedi interviennent, c'est pas des clones, évidemment, qui sont avec eux, c'est les soldats en bleu, là, les gardes sénatoriaux, là, en bleu, qu'on voyait des fois dans la série Clone Wars. Fait que non, c'est ça, c'est très joli. Au début, un des deux camps qui s'affrontaient, je l'avais pas mentionné, mais c'était des Trandoshan. Et sont vraiment magnifiques. Là. Tu sais, t'as toutes les. Je sais pas il y a combien de dents après un Trandoshan. Là. Mais faut... Plus qu'un requin, ouais, c'est ça, c'est super beau. Puis on va retrouver ça plus tard dans la série Bounty Hunters aussi, parce qu'on a Bossk beaucoup dans le premier arc. Fait que non, c'est ça, il y a vraiment, je trouve, le tour pour dessiner les races aliens, c'est super beau. Même chose, j'ai mentionné pour l'Inquisitrice puis les Purge Troopers, les aliens aussi sont nombreux là-dedans. Thomas, si tu nous écoutes puis t'as pas lu ça, tu le liras. Il y a de l'alien en masse parce que un des deux camps de cette guerre civile-là, c'est très multi-ethnique, pour prendre un terme à la mode. C'est très multiracial, là. Il y a beaucoup d'aliens dans ce camp-là. Je pense entre autres au gros poilu blanc là, qu'on voyait dans Rogue One. Là, oui, dans Rogue One. Immense. Que j'aime beaucoup ce genre de race-là. Ouais, moi aussi. Puis c'est ça. Mais dans le fond, j'ai noté quand même peut-être des inconsistances un petit peu sur les visages des fois. De Serré puis Eno Cordova, là, surtout vers la fin, les deux derniers numéros. Il y a vraiment des visages, tu te dis, ok, c'est vraiment elle, là, parce qu'elle se ressemble plus. Mais c'est quand même mineur. Côté graphique, j'ai trouvé que l'album faisait vraiment la job. Oui, puis pour mentionner aussi, je sais pas si... écoute, le monde va peut-être me trouver achalant avec ça, je ramène toujours Ralph McQuarrie. Mais moi, Eno Cordova, là, il m'a vraiment fait penser à un peu une imitation aux ressemblances au Obi-Wan Kenobi, le concept. Là. Ok, ouais. Tu trouves pas que ça toge, la coupe de cheveux patoff? Je trouve que les deux, ils avaient vraiment de l'air comme des bibliothécaires. C'est comme tu le disais tantôt. Là. D'ailleurs, je voulais pas te couper tantôt, là, mais quand tu disais juste le temple, une série à lui-même, ça aurait pu être une aventure très calme de Eno Cordova. Sorti de la bibliothèque, il se rendait au temple. Ouais, ben peut-être ça mériterait plus un livre, dans le fond, qu'une BD, cet aspect-là. En effet, oui, ça serait bon dans un livre. Ça a besoin d'un peu plus bouger. D'action. Ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que j'avais trouvé ça curieux, d'ailleurs, quand le jeu était sorti, parce que tu vois, pour les deux jeux précédents de EA, les deux Battlefront, on avait eu des livres. Et non des comics. On avait eu Battlefront Twilight Company, puis après ça, l'Escouade Inferno, pour aller avec Battlefront 2, tandis que là, pour Fallen Order, on a eu un comics au lieu d'avoir un livre. Fait que je m'en plains pas, là, mais je veux dire, c'était juste pour mentionner le fait que, effectivement, c'est un personnage, je sais pas si on va le revoir. Je sais qu'il y a un deuxième volet du jeu vidéo qui est prévu. Fait que qui sait, on va peut-être parce que si je me trompe pas, Francis, dans le jeu, on l'entend aussi un peu en esprit, là, sa voix en hologramme, à travers la force nous guide. Ouais, il est pas présent. Je pense qu'il est déjà mort à ce moment-là. Là. Fait que c'est ça. Il a laissé des hologrammes puis des voix aussi là, dans la tête de Cal Kestis, là, le Jedi. Ouais. Fait que c'est ça. T'avais-tu de quoi ajouter tout ce qui est graphique et compagnie? Non, ben écoute, non, tu l'as vraiment bien résumé. Je l'avais un peu dit tantôt. Moi, Paolo Villanelli, excuse-moi, je l'aime beaucoup. J'ai toujours, tu vois, même la série Lando, que j'avais pas particulièrement aimé l'histoire, mais tu vois, encore là, sauvé par des beaux dessins. Tu l'as bien décrit, là, vraiment, la scène, justement, où il y a le pollen.
Non, c'est vraiment la profondeur. Il y a une belle... Puis en même temps, un détail... justement, des races aliens. Juste que tu peux compter les dents des Tandoshians. Il y a du détail, pas à peu près. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Je sais qu'il y a un deuxième dessinateur au générique, si on peut dire. Fait que c'est ça. Il y a peut-être certaines planches que c'est pas Villanelli qui a fait. Là. Quand je parlais des visages, là, qui manquaient un peu de précision, là, puis que d'une case à l'autre, tu te demandes si c'est le même personnage. C'est ça. J'ai l'impression que c'est l'œuvre du deuxième dessinateur. Là, s'appelle Ray Coleman. Donc, avec un accent aigu sur le I là, de Riri. Je sais pas si c'est latino-américain ou quoi, là, mais c'est pas un nom qui me dit quelque chose, je sais pas pour toi. Non, pas plus qu'il faut, vraiment. Mais écoute, tu vois, moi c'est drôle parce que sur les personnages humains, on dirait que, je sais pas si c'est parce que je suis habitué. Tu sais, faudrait que je te montre des comics des années 80 de Punisher, là. Des fois, tu sais, quand t'as un paquet d'humains dans une même salle, pis tu sais, c'est sûr que les War Journal étaient beaucoup plus détaillés, mais d'une page à l'autre, là, fallait vraiment que tu te forces pour savoir, ok, lui, c'est lui. Ok, ouais. Surtout s'ils sont tous habillés en noir, tu sais, les soldats. Exactement, donc, pis tu sais, ils ont tous à peu près la même tête, ou c'est la couleur des cheveux qui peut aider, là, ça différencie. Mais non, tu vois, moi, ça m'a pas achalé. Là. Peut-être des fois, en fait, je suis... Tu sais, des fois, dépendamment quand ils vont... l'angle qu'ils vont dessiner le personnage, il y a certains dessinateurs en tout cas, qui ont vraiment un talent incroyable de le mettre de n'importe quel angle, mais des fois, certains visages... tu sais, surtout les profils de nez, là. Ouais, en fait, les yeux, c'est beaucoup ça, souvent, qui... Ouais. Les yeux et nez, là. Le regard. Puis sinon, je sais que, tu vois, dans le cas de Loïc, c'est ça qu'il disait dans une émission récente, qui accorde pas une importance si grande aux couvertures. Moi, tu vois, je me suis noté que vraiment, c'était magnifique les couvertures de cette série-là. Peu importe lesquelles, même si, évidemment, ma préférée, c'est celle qui a été utilisée par Panini pour son album. C'est signé Marco Checchetto, puis comme d'habitude, comme tout ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Et même celle de Villanelli, puis les trois de Will Slaney, j'ai quand même trouvé ça super beau. Ça donne envie de l'acheter. Fait que, même si souvent ça peut être trompeur, les couvertures. Mais non, bref, ouais, un beau travail d'artiste pour cet album-là. Autant, Absolument. Des fois je le dénonce, le travail de l'artiste, ben là, cette fois-ci, vraiment, je l'encense. Ben écoute, c'est ça, moi, tu vois, un bon complément au jeu. Quand même indépendant aussi pour les gens qui n'ont pas joué, qui c'est pas des gros gamers qui ont trippé sur le jeu. Mais c'est ça, j'ai trouvé. Puis, je mentionnerais peut-être aussi un intérêt pour ceux qui sont en manque d'histoire prélogique. Hein, c'est de moins en moins le cas parce que là, mettons, The Clone Wars est revenu puis tout ça. Mais pendant un bout de temps, les gens se plaignaient qu'il n'y avait rien sur la période de la prélogie, tu sais. Fait que moi c'est pas mon cas là, je m'en passais quand même bien. Mais bon, c'est ça, ceux qui veulent des récits de Jedi de l'époque de la République, ben voilà. Mais c'est ça. Sinon, moi c'est pas un thème qui m'intéresse spécialement. Puis dans le fond, quand même plusieurs similitudes. Je sais pas si tu vas te rappeler la série Obi-Wan et Anakin. C'était justement Marco Checchetto qui l'avait dessiné au complet, l'album. Justement, c'était Obi-Wan et Anakin envoyés sur une planète où est-ce qu'il y avait une guerre civile, et puis là, t'avais des espèces de mecha, là, tu sais, des gros robots mech-warriors, puis des dirigeables, là, parce que cette planète-là avait jamais appris à voyager dans l'espace. Il y avait des technologies un peu anciennes. Mais tu sais, en termes de scénario, c'est la même histoire. C'est pratiquement la même histoire. Fait que c'est ça. Côté scénario, moi aussi, j'ai été quand même assez déçu. Ben, comme tu dis, c'est très République Clone Noir. Ouais. D'ailleurs, même Clone Noir ont eu plusieurs épisodes qu'on pourrait comparer un peu à ce même genre de scénario, de les détails, non, là, mais... Ben, c'est sûr que ça peut être limité, mais j'ai l'impression que les scénaristes, des fois, manquent d'imagination un peu. Quand vient le temps de faire une histoire sur un maître et son apprenti, ou en tout cas sur des Jedi de cette époque-là, ils se disent, bon, ben pourquoi les Jedi sortaient de leur temple? C'était pour intervenir dans des conflits armés.
Ben, tu sais, je sais pas, là, tu peux faire une histoire d'enquête, tu peux faire, tu sais, en tout cas, ou de complot, justement, ou de... Mais... Ah ben non, Eno Cordova, lui, quand il sortait du temple, il s'en allait à la bibliothèque. Ouais, exact. Et l'album se finit à la bibliothèque du temple de Coruscant. Oui, ben c'est pour ça que j'arrête pas de déconner avec ça. Bref, si je te demandais quelle note tu lui donnerais sur 20? Ben, sur 20, ben, moi j'avais dit une note sur 10, mais en fait c'est pareil, juste à 16 sur multiplier 20. par 2. Ben oui, exactement. Fait qu'un 16 sur 20, écoute, c'est pas loin de moi, tu vois, moi je lui mettais un 14 sur 20. Fait que vraiment... Là, ah ben non, dans le fond, désolé, oui, c'est vrai, tu dis multiplié par 2, moi je donne un 12 sur 20. Là. OK. Je donnais 6 sur 10. Ok, j'avais compris 16. Non, 12 sur 20. Parce que tu vois, c'est ça, moi, c'est vraiment au niveau du scénario, j'ai trouvé que ça manquait d'intérêt. Là. C'était vraiment très générique, mais encore une fois, je veux préciser, pour les yeux, c'est du bonbon. Ça vaut la peine. C'est quand même un bon comic. Comme je disais aussi au début, t'as pas nécessairement besoin d'être gamer pour aimer cette bande dessinée-là, et les gamers ne sont pas nécessairement obligés non plus de la lire pour aimer le jeu. Exact. Ben écoute, ça fait le tour sur cet album-là, Malgus, et je crois qu'on va pouvoir repartir et sortir de l'hyperespace pour aller jaser autour d'une broue à notre cantina préférée. Donc on se retrouve à la sortie de l'hyperespace. Allons-y, quittons l'Ontario. C'est ça, exact. Oui, donc on est de retour à notre cantina favorite et comme Malgus disait, on n'est plus en Ontario, donc on peut boire jusqu'à 3h du matin. Bref... Bref, Malgus, écoute, j'ai envie de te demander, déjà, ça fait un certain temps que les auditeurs t'avaient pas entendu. Je crois que ça datait peut-être du printemps, quelque chose comme ça, quand vous aviez fait des grosses... Vous aviez couvert des séries légendes là, de romans et de comics. Oui, ben début du confinement, on avait fait beaucoup d'émissions. On était content de te revoir, mais là, pourquoi tu nous boudais? Là? Tu nous aimais plus? Non, écoute, c'est ça, merci Francis, je suis content de refaire aussi l'émission puis de me retrouver dans l'univers Star Wars en direct. Mais non, écoute, c'est ça, début du confinement, je me rappelle même plus c'est quand le dernier podcast que j'ai fait, mais écoute, comme tout le monde, je vis des gros changements dans ma vie vu la situation qu'on vit tous planétairement. Donc c'est ça, moi je travaillais, un résumé très rapide, je travaillais en événementiel comme technicien en télécom. Fait 22 ans que je travaille au Palais des Congrès de Montréal, avant j'étais technicien audiovisuel. Donc c'est ça, plus d'événements, plus de travail. L'équation est assez simple. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est qu'en fait, le département a été joint au TI en début de confinement. Le directeur nous a demandé si on voulait faire du support TI parce qu'évidemment, ils sont débordés depuis le début. Et puis moi, je me suis démarqué avec mes connaissances, mon savoir et puis ma façon avide d'apprendre des nouvelles choses puis de rapidement le mettre en application. Puis finalement, c'est ça, il y a un poste qui s'est ouvert, j'ai appliqué, je l'ai eu. Donc c'est ça gobe beaucoup de mon temps parce que c'est un nouveau boulot. J'ai des études qui, là-dedans, c'est... par jour, là, j'ai... Ouais, exactement, en plus du travail. Donc, disons que c'est ça, j'ai malheureusement plus autant de temps de pouvoir venir faire des podcasts avec mes bons amis de Star Wars en direct. Puis, écoute... comme vous le savez tous, c'est du bénévolat. Donc, c'est ça, c'est dans notre temps libre qu'on vient faire ça. Donc, c'est pas que je vous aime pas, mais c'est juste que là, présentement, j'ai besoin de me concentrer un peu sur mon avenir professionnel. Puis une fois tout ça va être réglé, je suis pas très positif. Je sais qu'on va sortir de cette merde planétaire assez rapidement. On va en fait, rapidement. Oui, rapidement est un gros mot, mais je veux dire sûrement. Je devrais plutôt employer. Donc c'est ça, tranquillement petit, je pourrais reparticiper avec des émissions. Mais là, c'est ça, Francis, tu m'avais écrit et j'ai pas pu résister à l'appel. Ben ouais, c'est ça, là. C'est ça, j'ai dit à Loïc, écoute, là, c'est parce qu'on
on a un peu trop de retard. Et même, tu sais, même moi aussi, si je peux faire des émissions avec Loïc, sauf que ça reste que le décalage horaire de 6 heures et puis les heures à laquelle lui est disponible, puis moi aussi, on a tous les deux des vies professionnelles des familles. aussi. Et des familles, donc ben c'est ça. À un moment donné, ça devient difficile. Fait qu'écoute, ensemble, on devrait être capable de donner un coup de main à Loïc, parce que c'est ça, il y a Thomas et David aussi qui faisaient des émissions comics avant, mais aussi là, le confinement tout ça leur a posé problème de ce côté-là, fait qu'ils ont du retard dans la lecture et compagnie. Mais bref, écoute, en tout cas, bien content de te retrouver. Et puis, merci, si Francis. je te demandais, vu que tu as été un peu absent de l'automne, si je te demandais comment tu as trouvé la deuxième saison de Mandalorian? Ah ben, très... du bonbon pour des fans de Star Wars. Écoute, ça a été du Easter egg quasiment... Peut-être pas émission après émission, mais juste la première que je me rappelle, là, moi le R5D4, je suis un... Donc juste voir le R5D4... Toi, c'est pas le Dragon Crate, c'est le droïde. Ouais, tu sais, puis écoute, non, le réacteur du pod racer d'Anakin, tu sais, plein de bonbons ici et là, puis évidemment, en plus, avec les personnages, là... Quand on va plus loin avec Ahsoka, les Mandaloriens, justement Bo-Katan de Clone Wars. Moi non, sérieux, j'ai trippé, puis la fin, écoute, je sais que tout le monde en a parlé, je veux pas me répéter puis me comparer, dire ah j'ai plus pleuré que toi, mais sérieux, j'ai vécu de quoi que, tu sais, dans Rogue One avec Vader, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, on a vraiment vécu là, de quoi là, que, tu sais, de frissonnant là, qui est difficile à venir à côté. En fait, moi j'en ai vécu des gros moments. I am your father, je suis ton père, ça en est un des gros moments. Mais Vader dans Rogue One, on dirait que tu sais c'est. Mais là, écoute, je vois l'X-Wing rentrer, puis là c'est Luke, mais ça se peut pas, c'est Luke, ça se peut pas. Ils ont-tu fait ça? Tout ça, je commence à trembler. Sérieux, il faudrait que je le réécoute. D'ailleurs, je l'ai pas réécouté, on voulait le réécouter ensemble, moi puis Fanny. Mais il faudrait que je le réécoute parce que tout le long, puis surtout à l'arrivée, là, quand il enlève son capuchon, j'ai rien vu. J'ai rien vu parce que j'étais... C'est weird comment que ça vient nous chercher, hein. C'est comme... Ah, puis écoute, ça pige dans notre enfance, nos souvenirs d'enfance. Hey, c'est notre Luke, tu sais, c'est notre Luke de notre enfance. Écoute... Je te jure, Francis, là, ça faisait longtemps. Aussi, la mort de Solo m'a fait lever au cinéma là, de mon banc. Mais ça, là, c'était vraiment autre chose. Écoute, j'en tremblais. Tout le long que Luke avançait avec son lightsaber, tu sais, ils nous ont montré comme un... Ça a été graduel, mais de plus en plus, on dirait que ça faisait juste confirmer que c'était Luke. Puis on dirait que je me disais, je veux pas y croire parce que... Aïe, c'est notre Luke. Ouais, regarde, je t'en parle, puis je viens encore... Ben, on dirait que c'est ça, ils ont voulu éviter le choc trop brusque, ils sont allés en crescendo, tu sais, après une couple de minutes, tu savais que c'était lui, là. Je veux dire... Puis, écoute, il vient de ramasser... Puis ce qui est drôle, on préfère les parallèles, là, je pense que c'est justement dans Last Jedi, quand il dit à Rey, « Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je vais aller attaquer l'Empire avec mon laser sword, puis je vais tuer tout le monde. Puis c'est exactement ce qu'il fait là. Puis écoute, il arrive après, la porte s'ouvre d'un calme. Mais tu sais, c'est là qu'on voit, puis même d'ailleurs, moi, Luke, dans Return of the Jedi, tu vois comment il a grandi. Puis même là, l'étape après qu'il a battu son père, puis que, tu sais, il dit non à l'empereur, t'as échoué. Tu sais, je suis comme mon père, je suis un Jedi. Tu sais, ça, Luke, en tout cas, c'est ça qui fait un beau Jedi, c'est un Jedi qui grandit d'une façon, d'une noblesse. Là, c'est que le fermier impulsif du non, du tout. Puis là, il arrive, tu sais, puis de ce que je me souviens, là, tu vois, parce que je te disais tantôt avec les yeux pleins d'eau, j'ai comme manqué tout ce qui s'est passé, mais tout le monde qui était dans la salle, Bo-Katan, Mandalorian, sans même avoir besoin de se nommer, ils en revenaient pas de voir qui était devant eux. Là. Luke, c'est une légende, là, je veux dire, depuis même l'explosion de la première Death Star. Ouais, dans le fond, dans la salle, il y a probablement juste le Mando qui savait pas c'était qui. Il y a juste Din Djarin qui ne devait pas savoir c'était qui. Là, c'est ça qui arrive quand tu vas pas à l'école. Oui, c'est ça qui arrive quand tu vas pas à l'école. Mais non, mais écoute, puis en plus, après R2 qui sort, écoute, c'était... c'était... Puis t'as-tu été surexcité par après avec la scène post-générique? Est-ce que t'es un gros fan de Boba Fett?
Ben écoute, comme tous, oui. Je suis pas... Mais écoute, ce que j'ai aimé en fait de cette série, puis c'est drôle parce que ça me rappelle à des discussions qu'on avait avec mon frère, que moi j'avais un débat là-dessus, parce que lui, ce qu'il aimait pas de la trilogie originale, c'est que, mettons, Boba Fett, c'est un gros badass, mais on l'a jamais vu dans ses actions. Ouais. Même affaire pour Vader, à part des conflits contre Luke, mais on a... Ce qu'ils nous ont montré un peu dans Rogue One, et là, avec la série de Mandalorian, on a vu du Boba Fett badass, point qu'à peu l'épisode près. de Robert Rodriguez, là, c'était plus la série de Mandalorian, là, c'était la série Boba Fett, là, le temps de cet épisode-là. Attache ta tuque, puis les morceaux de casse ça revolait. Mais en même temps, moi j'ai toujours été un grand défenseur de dire t'es pas obligé des fois c'est plus, tu sais, c'est un peu comme l'aspect du grand vilain Vader d'ailleurs dans la trilogie originale. Souvent, quand tu montres pas certaines choses, mais que tu n'entends parler, c'est comme une légende, mais que tu le vois jamais réellement, je trouve que ça amène un aspect beaucoup plus épeurant, parce que tu te dis, oh my god, si je le vois faire ça, je vais capoter, mais puis finalement, tu le vois jamais. Ça reste cette espèce de... Le principe du requin dans les dents de la mer. Oui, exactement. Mais cela étant dit, quand même, ça fait du bien de voir Boba Fett varger dans la chair. Écoute, c'est... Puis, écoute, pour revenir à ta question à la fin, moi, en tout cas, j'aurais aimé ça que Bid Fortuna dise Dawanawanga, Boba. Tu sais, ça aurait été drôle. Puis le pouf, il l'aurait tiré. Mais non, écoute, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, même Boba est vraiment là, sanglant là-dessus. Son personnage, j'ai beaucoup aimé comment que même les relations avec Bo-Katan, puis l'autre, je me rappelle plus de son nom, là, l'autre, le fille Mandalorian. Comment que Boba est très sec et bête. C'est un badass, là. Il est vraiment... Ça, là-dessus, là, ils ont gardé cet aspect-là. Faut pas oublier que dans l'Empire contre-attaque, la façon que Boba répond à Vader, là, il veut dire, il y a pas grand monde qui parle de même à Vader, non, là, je veux dire... Exact, c'est ça. C'est quelqu'un qui... c'est le Boba... qui, justement, comme tu dis, badass, ou en tout cas, que, au niveau de l'attitude, même si on y voyait pas le visage, hein, on comprenait quel genre de gars qui avait en dessous de ça. Exactement. Non, mais écoute, puis ça vient de probablement signer un bon futur pour l'acteur, là, j'oublie son nom, là, mais qui a fait Jango Fett, puis maintenant Boba. Morrison, là, ouais. Ouais, c'est ça, qui est tous les clones, là, puis d'ailleurs, j'ai aimé ça aussi dans Mandalorian, si je me trompe pas, il y a pas quelqu'un à un moment donné qui dit à Boba que finalement t'étais un clone, toi. Ouais, c'est Bo-Katan, là, qui oui, t'es pas Mandalorien, t'étais un clone. T'étais un clone, ouais. Ah oui, j'ai trouvé ça assez drôle. Mais il l'assume, tu sais, il répond, ouais, j'ai jamais dit que j'étais Mandalorien, tu sais. Ouais. Mais, non, lui, là-dessus... ouais. Même affaire, non, c'est pas le même épisode, c'est celui d'avant, mais en tout cas... Quand que Din Djarin, il dit « Tu pourrais pas y aller avec mes fils », puis il dit « Je pense qu'ils vont reconnaître mon visage. » Oui. Je l'avais trouvé drôle, celle-là et tout, ouais. Non, c'est ça, écoute. Mais ça, tu vois, je sais que Sylvain dans l'équipe, là, puis je me rappelle plus dans l'équipe, là, qu'ils appellent le Filoni... Filoniverse, oui. Moi, par contre, ça me fait rire. Écoute, je comprends le point que c'est, mais en même temps, Filoni, je l'ai toujours dit, il comprend les fans. Ouais. Oh, ouais. Et c'est en fait cette clé-là, comprendre les fans. Puis je pense que lui, il est fan lui-même, ce qui fait que je veux dire. Non, vraiment, je pense qu'il va avoir fait l'unanimité, là, même si on peut trouver qu'il fait trop dans l'autopromotion, tu sais, dans les Star eggs, tout ça. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec des gens qui n'ont pas aimé. Parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui n'ont pas aimé la deuxième saison. Là. Mais tu sais, ça reste que, comme tu dis, il comprend Star Wars. C'est vraiment, là, c'est vraiment lui qui a pris la succession de George Lucas. Et puis, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que pour les films à venir, ben, ils vont le mettre dans le coup. Ce qui, à mon avis, n'a pas été beaucoup le cas dans les 3 derniers films. Ben, en tout cas, dans l'épisode 7, 8, 9. Même si on l'a vu dans les making-of de temps en temps, là, mais c'est ça. Surtout dans les 2 de J.J. Abrams, à mon avis, il n'a pas été beaucoup consulté. En tout cas. Non, puis c'est ça. Aller gagner de l'expérience aussi, tu sais, il y a beaucoup d'expérience en réalisation d'animation, puis là, aller d'amener ça sur grand écran, c'est un autre défi pour lui. Fait que, tu sais, ça va être... Non, puis écoute, comme tu dis, là, je veux dire,
Il sait vraiment là, comment comprendre Star Wars. Puis en même temps, la saison 2, ben, je sais que beaucoup, en tout cas, Grogu, moi je le disais depuis le début de la saison 1, ce n'est que des éléments qui amènent le personnage principal dans un zigzag. Puis c'est exactement ce qui se passe. Là, on sait où est-ce que la saison 3 va aller, avec le Darksaber, probablement une reprise de Mandalorian avec Bo-Katan. En tout cas, ça, c'est mes spéculations. Mais Grogu, il vient d'être tassé. Il est plus là. Il a été là saison 1 et 2. Merci, bonsoir. Même la suite de ça, ça pourrait être des livres intéressants. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, les gens prennent pour acquis qu'il va être au temple à l'époque que le temple explose. Pas nécessairement. C'est loin d'être assuré. Là, ben non. C'est vraiment on est loin encore, là. Fait que non, mais je serais pas surpris quand même qu'on le revoie dans la 3e saison. Ne serait-ce qu'un épisode, là, mais tu sais qu'il y a un quelconque lien, parce que là, faut avouer que c'était l'essence de l'émission. Là, depuis 2 saisons, tout tournait autour de cette relation-là. Parce qu'au début de la première saison, c'est un chasseur de primes comme les autres. Qui a d'intérêt pour rien d'autre que de ramener de l'argent pour son clan, là, tu sais. Puis, à la fin, on s'entend que c'est plus du tout ça, là. Il a même enlevé son casque pour dire bye-bye à Grogu. Pour Grogu. Ouais. Ça, c'est peut-être ma seule petite déception. J'ai trouvé ça un peu... je sais pas comment dire. C'était pas nécessaire. Grogu l'aurait reconnu. Ouais. Je suis sûr et certain, même s'il y avait même eu une autre armure, Grogu l'aurait probablement même reconnu. Donc, ça, c'est mon avis. Ouais, là, moi, mais j'ai plus vu ça comme pas tant du point de vue de Grogu ou de l'histoire, mais vraiment du point de vue de Din Djarin lui-même. Qu'il voulait le voir de ses yeux, tu sais, ou un truc comme ça. Tu sais. Ah oui, la symbolique est plus dans lui, dans son évolution à lui, que dans l'histoire, tu sais, ou même pour nous faire plaisir, on s'en fout là, d'y voir le visage, tu sais. C'est pas que Pedro Pascal est pas joli, là, mais je veux dire, nous, c'est... On l'a vu 2 fois dans l'émission, en fait. On préfère son armure à l'acteur, de toute façon, tu sais, mais non, je pense que c'était une façon de nous montrer que le personnage a évolué, dans le fond. Puis on voit que Grogu, en tout cas, Mandalorian est beaucoup plus affecté par le départ de Grogu que Grogu l'est de quitter Mandalorian. Ouais, mais là, tu sais, il va pouvoir aller à l'école, de l'école de Luke. Ouais. Mais comme tu dis, c'était le centre de l'histoire, mais là, tu vois, maintenant, ça, comme je disais, là, ça risque fort d'être le Darksaber et puis même Bo-Katan, moi je l'avais, en tout cas c'était mes spéculations là, de Tron éventuellement, mais là avec ce que Bo-Katan a dit, je me rappelle plus dans quel épisode là, quand ils sont dans le vaisseau impérial, là, elle cherche Tron, là, donc ça me surprendrait pas qu'on le Ahsoka voit. Cherche Tron, ouais. Mais tu sais, en tout cas, il y a quelques cues de la conférence que Kathleen Kennedy a donné qui laisse entendre que c'est ça, autant Mando que là, le spin-off Boba Fett, puis que le reste de ce qui a été annoncé. Ça va être un peu comme on a eu du côté de Marvel, mais peut-être en plus gros, là, du côté de Marvel, à l'époque, même si ça fait pas longtemps, là, de Netflix, où est-ce que c'est ça, ils ont bâti des personnages avec 4-5 séries indépendantes pour les rassembler ensuite dans Defender. Donc, c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Fait que les différentes séries qui se passent au même moment. Donc là, on va avoir Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka et les Rangers de la nouvelle Ranger Trooper. Ouais. Fait que ces 4 affaires-là, apparemment, ça a été confirmé que ça se passe au même, à la même ère au moins. Puis que c'est ça, ça risque de se chevaucher, de se retrouver en un final. Mais bref, on est encore loin de ça, on aura l'occasion d'en jaser. Fait qu'écoute, vu que nos brous sont finis, on va se dire ciao, bye et à la prochaine. Prochaine fois, Malgus, on va se retrouver pour continuer de rattraper notre retard sur la série Dr. Aphra. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal qu'on le fasse ensemble parce que de toute façon, Loïc, à chaque fois qu'il en parle, c'est pour la détester. Fait que, ou presque, là. Fait que c'est ça, fait que la prochaine fois, on va parler de ça s'appelait en français Les pires du pire. Donc, Worst Among Equals en anglais. Fait qu'écoute, Malgus, sur ça, je vais te souhaiter à la prochaine. Et les auditeurs, dans le fond, je vous invite là,
à nous laisser vos commentaires, les réactions sur l'émission. Venez discuter avec nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, sur YouTube. On est partout. On est partout. On était même dans des événements autrefois, tu sais, la lointaine époque où il y avait des événements. Hein. Et c'est ça. Puis on vous demande, s'il vous plaît, de bien partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux, histoire de faire croître la communauté. Et ne négligez pas cet aspect-là, parce que ces temps-ci sur le Discord, l'air de rien, c'est presque tous les jours qu'il y a des gens qui arrivent et qui nous disent hey, « Je viens de découvrir votre podcast depuis 2 semaines, c'est super cool, j'écoute toutes les émissions faites par le passé, etc. » Fait que c'est ça, je vous invite à partager ça. Donc, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.